En mathématiques, rien ne fait plus peur qu'un exercice dont l'énoncé fait une ligne. On a peur de ne pas être guidé, de ne pas pouvoir s'appuyer sur notre cours. Et on se retrouve à essayer de sortir plein d'astuces de notre chapeau en espérant qu'une d'entre elles résoudra magiquement l'exercice. Cette angoisse, elle révèle une certaine réflexion vis-à-vis des problèmes mathématiques. Lorsqu'on voit un exercice, la première chose à laquelle on pense, c'est de trouver la solution. D'à tout prix tout essayer pour résoudre l'exercice et arriver à une preuve valide, afin de pouvoir se satisfaire d'avoir réussi l'exercice. Et ce, sans aucun objectif préalable de compréhension profonde des résultats du problème. On ne cherche pas à comprendre pourquoi un résultat est vrai et qu'est-ce qui le rend logique. Non, directement ce qu'on veut, c'est le prouver pour réussir l'exercice. Selon moi, ce n'est pas la bonne manière. Et je pense que la première question que l'on doit se poser lorsqu'on est confronté à un exercice, ce n'est pas comment faire, quel résultat du cours utiliser, quel théorème va pouvoir me sauver, mais plutôt pourquoi est-ce que ce résultat est vrai. Et bien souvent, en mathématiques, dans les premières années dans le supérieur, cette compréhension intuitive des phénomènes amène la plupart du temps sur le chemin de la preuve. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire en s'intéressant à un exercice ultra classique de première année relevant du cours de continuité. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice, mais non dans le but de simplement donner une solution, mais plutôt dans le but d'aller étape par étape dans la compréhension du problème et de se laisser simplement guider vers une preuve. Bien évidemment, je vous conseille d'abord d'essayer l'exercice par vous-même, c'est toujours la chose la plus formatrice à faire. Et une fois que c'est fait, réussite ou non, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo pour le corriger, mais aussi et surtout des clés dans la compréhension intuitive des problèmes que vous pourrez par la suite appliquer partout dans la suite de votre vie en mathématiques. Allez, rentrons dans le vif du sujet et attaquons-nous à cet exercice. Alors cet exercice, il s'appelle existence d'un minimum global, et c'est exactement ce à quoi on s'attend. On nous parle de f, une fonction continue de r dans R, qui a la particularité de tendre vers plus l'infini en plus et moins l'infini. Et on demande de montrer qu'il existe x0 dans R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x soit supérieur ou égal à f de x0. Autrement dit, on cherche un point x0 en lequel f atteint un minimum global. Global car son image doit être inférieure à l'image de tous les autres éléments de R par f. Alors avant de passer en revue tous les théorèmes que l'on connaît sur les fonctions continues ou sur les limites en plus l'infini, on va essayer de se représenter une fonction vérifiant ses hypothèses pour voir pourquoi elle aurait un minimum. Donc on nous parle d'une fonction continue dont le graphe est en un seul morceau qu'on peut tracer sans lever le crayon. Évidemment, c'est une définition très simplificatrice et très incomplète de la continuité, mais ça reste une première manière intéressante d'aborder la continuité dans le but de développer une intuition sur le problème. Donc voilà. On trace une courbe continue un petit peu au hasard. Bon, ça nous donne quand même pas beaucoup d'informations, ça fait pas beaucoup de restrictions sur la fonction. Elles peuvent très bien, en théorie, descendre quelque part vers moins l'infini et ne pas avoir de minimum. Mais on a quand même une hypothèse en plus, très importante évidemment, dans l'énoncé. On nous dit que f tend vers plus l'infini des deux côtés de l'axe des abscisses, en plus et moins l'infini. Autrement dit, quand x devient très grand, que ce soit positivement ou négativement, il y a un moment où la fonction est forcée d'exploser vers plus l'infini. Donc la courbe de f est un petit peu obligée de ressembler à ça. Elle peut avoir toutes les variations qu'elle veut sur une partie aussi grande qu'elle veut de R, mais à un moment, elle explosera forcément vers plus l'infini. Attention, elle n'est pas obligée de devenir croissante à un moment, hein. La fonction peut très bien exploser vers plus l'infini de cette manière, avec des vagues sinusoïdales inclinées. Ce qui est important, c'est que sur le long terme, sa valeur va augmenter et dépasser petit à petit des seuils dont elle ne redescendra plus jamais. Et ça, c'est la définition de tendre vers plus l'infini en plus ou moins l'infini. Et on va l'écrire. Dire que f tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, c'est dire que pour tout m appartenant à R, il existe un x plus positif, tel que pour tout x supérieur ou égal à x plus, f de x va être supérieur ou égal à m. C'est-à-dire que pour tout nombre réel m, aussi grand soit-il, il existe un moment à partir duquel la fonction dépasse m et ne redescend plus jamais. Pour x tendant vers moins l'infini, c'est évidemment la même chose, mais avec un seuil x- inférieur à 0, à partir duquel f sera tout le temps supérieur à m. Donc déjà, la première chose que ça nous donne, c'est que f, évidemment, n'a pas de maximum. C'est une conséquence ultra directe du fait que f tende vers plus l'infini quelque part. Mais ça, concrètement, c'est pas notre problème. Si f veut devenir aussi grand qu'elle veut à un moment, nous on s'en fiche, voire même, ça nous arrange. Si des deux côtés, la fonction à un moment devient extrêmement grand, on peut se dire qu'on va pas devoir se préoccuper de son comportement dans cette zone, car de toute manière, elle sera déjà trop grande pour avoir un quelconque impact dans une discussion de minimum. Mais justement, notre minimum, parlons-en. Ok, de part et d'autre de l'axe d'abscisse, la fonction devient aussi grand qu'on veut à un moment. Mais en quoi est-ce que ça peut nous assurer un minimum? Et même plus précisément, la question qu'on a se poser, c'est quels sont les critères pour une fonction continue qui la forceraient à admettre un minimum? Bon, bah, on peut déjà penser par exemple aux fonctions croissantes. Une fonction croissante sur un intervalle va forcément admettre un minimum au point le plus bas de cet intervalle. On peut aussi penser aux fonctions constantes. Bref, il y a pas mal d'exemples, mais le problème c'est que ces conditions sur le comportement de la fonction, là on n'en a aucune. Nous, on nous dit simplement que la fonction est continue. C'est-à-dire que, à part en plus et moins l'infini, on ne maîtrise rien sur le comportement de f.
Donc on comprend que chercher dans les caractéristiques de la fonction, hormis la continuité, ça n'aboutira pas. On aimerait donc d'autres critères qui permettraient de forcer une fonction continue à admettre un minimum. Et pour ça, on va essayer de cataloguer tous les grands comportements qui feraient qu'une fonction continue n'admet pas de minimum. Ce qui va nous amener à voir que pour forcer une fonction continue à admettre un minimum, il va falloir placer des restrictions sur son domaine de définition. Et cela va nous amener à un théorème crucial d'analyse réelle qu'on va pouvoir utiliser dans notre exercice, le théorème des bornes atteintes. Le fait qu'une fonction soit continue n'empêche pas du tout de ne pas avoir de minimum, que ce soit en tendant vers moins l'infini quelque part, ou en atteignant toujours des valeurs plus faibles, et ce indéfiniment. Ces comportements-là, ils sont totalement possibles pour une fonction qui est continue, mais ils ont quand même des conditions sous lesquelles ils peuvent arriver. Et ces conditions, elles portent sur les parties de R où la fonction est définie. Par exemple, le comportement de périodiquement atteindre une valeur de plus en plus basse, il peut se réaliser que si on peut continuer ce processus à l'infini. Si la fonction est définie sur un intervalle borné, on ne peut pas faire ça. Il faut absolument qu'elle puisse étendre ce processus avec x qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc ce type de comportement, ils peuvent exister que sur des intervalles non bornés. Heureusement pour nous, le seul endroit où on contrôle notre fonction f, c'est quand x tend vers plus et moins l'infini. On sait que ce type de comportement, il est absolument pas possible pour notre fonction f, car elle tend vers plus l'infini en plus moins l'infini. Elle ne pourra pas aller chercher des valeurs de plus en plus basses. Il va y avoir des moments où elle va dépasser des valeurs seuil auxquelles elle ne sera plus jamais inférieure. Donc on peut écarter ce comportement. F ne peut pas disposer d'un intervalle non bordé dans lequel s'étendre pour atteindre sporadiquement des valeurs de plus en plus basses. Par contre, pour le deuxième comportement que l'on a identifié, c'est-à-dire tendre brutalement vers moins l'infini, à l'approche d'une valeur a par exemple, ça c'est possible. Là il n'y a pas de problème, notre fonction elle est définie de moins l'infini jusqu'à notre fameuse valeur a où elle tend vers moins l'infini, elle est continue, elle n'est pas minorée, elle admet pas de minimum. Et encore une fois la question qu'on a se poser, c'est qu'est-ce qui rend ce comportement impossible ici? Et là c'est une hypothèse que j'ai pas soulignée à la lecture de l'énoncé mais qui est vraiment importante, c'est le fait qu'on ait une fonction de R dans R. Et ça c'est important, parce que ça veut dire que après ce point A, la fonction doit continuer à être définie. Mais surtout, elle doit être continue en A. Et là, vous voyez tous le problème. Si on a une asymptote que la fonction descend vers moins l'infini, alors elle ne pourra jamais relier le second morceau de la courbe après A. Tendre vers moins l'infini en un point va forcément induire une discontinuité en ce point, car la fonction doit être définie après celui-ci. Bon, mais là les plus attentifs auront remarqué quelque chose. Les deux comportements que j'ai décrits qui permettraient à f de ne pas atteindre de minimum, ils sont en réalité plus forts que ça. Ils rendent f non minoré. Et alors, vous pourrez me dire à juste titre qu'il existe des fonctions minorées qui n'atteignent pas leur borne inférieure. Et c'est totalement vrai. Voilà un exemple d'une fonction qui est définie de R dans R, pas de problème, qui est totalement continue, et qui en plus l'infini tend vers une borne inférieure m, mais qui ne l'atteint jamais. Et ici, il n'existe pas de valeur x0 pour lequel f de x0 va être supérieur ou égal à f de x pour tout x appartenant à R. Car la fonction se rapproche indéfiniment de m, mais ne l'atteint jamais. Mais encore une fois, ce comportement, il est prohibé par nos hypothèses, car il ne peut arriver qu'en plus ou moins l'infini. Il ne peut arriver que si la fonction a le luxe de faire ce qu'elle veut sur un intervalle non borné. Or, notre fonction, on sait qu'à un moment, elle est obligée d'aller à plus l'infini d'un côté ou de l'autre de l'axe des abscisses. Au final, c'est comme si l'incertitude qu'on a sur le comportement de notre fonction était uniquement présente sur un intervalle borné autour de 0. Donc si on récapitule les trois comportements qu'on a identifiés, il y en a deux, atteindre des valeurs de plus en plus basses jusqu'à l'infini, et tendre vers une valeur minimale mais ne jamais l'atteindre, qui sont impossibles, car f n'est pas libre dans un intervalle non borné. Et le dernier, tendre vers moins l'infini en un point, ou de la même manière approcher des valeurs de plus en plus basses en un point, est impossible car f est continu sur R, et non sur un intervalle de la forme moins l'infini A en étant ouvert en A par exemple. F est obligée de passer au-dessus de tout l'axe des abscisses pour former une courbe continue. Elle ne peut pas s'engouffrer vers moins l'infini à côté d'une ouverture de son intervalle de définition, car celui-ci est R. Et là en fait, sans s'en rendre compte, on vient d'établir deux critères sur le domaine de définition d'une fonction continue, qui vont nous permettre de la forcer à avoir un minimum. Le premier, c'est le fait d'être défini sur un domaine borné, car ça empêche les deux premiers phénomènes. Et le deuxième, c'est le fait d'être défini sur un intervalle ouvert, mis à part R, pour ceux qui ont déjà fait de la topologie, qui est ouvert et fermé. Donc f n'est pas défini sur un domaine qui a des trous. F est défini sur un intervalle. Et ces deux critères, ils peuvent nous amener à une conjecture. Car des domaines de R, qui sont des intervalles, qui sont non bornés et qui sont non ouverts, il n'y en a pas 150. Il s'agit des segments. On peut se dire que si f est continu sur un segment, alors peut-être f va forcément admettre un minimum. Et ça nous arrangerait bien, parce que f, on peut la contrôler à partir d'un certain moment. Et grâce à la définition de la limite en plus et moins l'infini, on pourra essayer de se ramener à un segment pour l'étude de f. Et ce résultat sur les fonctions continues sur un segment, tous ceux qui ont suivi un cours de continuité le savent, il est vrai, et il se prénomme le théorème des bornes atteintes. J'en ai donné deux versions équivalentes ici.
La première dit que toute fonction continue sur un segment y est bornée et atteint ses bornes. Évidemment, si vous étiez déjà familier avec ce théorème, vous avez directement pu l'utiliser et ça vous a forcément aidé grandement. Alors nous, on a pu arriver à cette conjecture de manière assez intuitive, mais il y a d'autres manières d'expliquer ce théorème. Bon, déjà graphiquement, une fonction continue sur un segment AB, c'est une courbe qui a deux extrémités, les points A, f de A, et B, f de B. Et là, c'est assez simple de se convaincre que si on essaye de rallier ces deux points par une courbe continue, on va être obligé de passer par un minimum et un maximum. Car tous les comportements possibles qui pourraient éviter f à avoir un maximum ou un minimum qu'on a identifié tout à l'heure semblent irréalisables. Vous remarquerez que je n'ai pas donné de preuve de ce résultat. Mais ce résultat, c'est réellement un pilier de l'analyse réelle. Et je vous mets évidemment en fiche en haut à droite et dans la description plusieurs liens vers des preuves de ce théorème, car la preuve est vraiment enrichissante. Malheureusement, je ne vais pas la traiter aujourd'hui, car j'aurai d'abord besoin de réaliser des vidéos sur deux choses très importantes. La propriété de la borne supérieure dans R, qui est la propriété fondamentale qui, en quelque sorte, définit les nombres réels, et la caractérisation séquentielle de la continuité. Et j'ai peur que faire tout cela en une seule vidéo soit un petit peu trop lourd. Mais je vous encourage évidemment à aller voir la preuve et à essayer de l'interpréter de la manière la plus intuitive possible. Nous, aujourd'hui, on va se contenter d'utiliser ce théorème pour résoudre notre exercice, car on a vu qu'il pourrait bien être la solution. Au final, l'intuition globale sur l'exo, c'est quoi? Pourquoi est-ce que f atteint un minimum? Bon, eh bien f tend vers plus l'infini en plus et moins l'infini. Donc au final, on maîtrise un petit peu son comportement dans ces zones-là. Et entre les deux abscisses où la fonction dépasse un certain seuil m et ne redescend plus jamais, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Mais ça, c'est sur un segment, ce qui la force à avoir un minimum sur ce segment-là. Donc f atteint un minimum local sur un segment autour de 0, et on espère pouvoir dire que après ce segment, la fonction étant attirée vers plus l'infini, elle sera toujours plus grande que ce minimum local, qui en deviendra donc global. Donc allons-y, essayons de rédiger ça. Alors voilà, je prends un seuil m appartenant à R, je sais que f tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc il va exister x plus positif tel que pour tout x supérieur à x plus, f de x dépasse m, la même chose en moins l'infini avec un x moins. Ensuite, je dis que f est continu sur le segment x moins x plus, donc d'après le théorème des bornes atteintes, il existe un minimum local à f sur x moins x plus. Mais là, si vous avez pris la peine de faire l'exercice et que vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, vous vous êtes peut-être retrouvé bloqué. Parce qu'ici, l'espoir qu'on avait, c'était de pouvoir dire que pour x supérieur ou égal à x plus, ou x inférieur ou égal à x moins, f de x est plus grand que m, et que ce fameux m, bon bah il est plus grand que le minimum, je veux dire on le voit sur le graphique. Sauf que ça c'est valable uniquement pour la fonction que j'ai dessinée, parce que je sais où est le minimum. Et j'ai pu placer mes seuils x plus et x moins, de sorte à ce que la fonction soit largement supérieure à son minimum en dehors du segment. Mais pour une fonction quelconque, ça fonctionne pas. Je peux pas juste dire soit m appartenant à R. Je dois choisir un seuil m qui m'assurera que, au-delà des x plus et x moins associé, la fonction sera de manière certaine supérieure à son minimum dans le segment, aussi grand que le segment soit-il. Je dois pouvoir m'adapter à la fonction. Donc là, on pourrait être tenté de dire, bon bah c'est facile, je prends m qui est égal à f de x0 plus 1. Voilà, donc m est plus grand que f de x0, c'est plié. Mais là, ce serait une cruelle erreur de raisonnement. Parce que le x0 dont on parle, il est défini à partir du segment x moins x plus. Sauf que les seuils x moins x plus, ils sont définis à partir de m. Donc ici, on est sur un raisonnement circulaire. Nous, ce qu'il nous faut, c'est bien définir au préalable un seuil m qui nous assurera qu'importe à quel point on doit aller loin pour chercher x plus ou x moins, qu'en dehors, on sera supérieur au minimum du segment. Et c'est là où beaucoup de gens peuvent bloquer et ne pas arriver à choisir le bon m. Parce qu'au début, on peut se dire que c'est impossible. On n'arrivera jamais à trouver un seuil m qui nous permettra de dire qu'on est forcément supérieur à la fonction dans tout le segment x moins x plus que ce seuil va définir. Mais c'est là où il faut bien structurer nos pensées. Tout ce qu'on veut, c'est que le seuil m soit supérieur au minimum de f sur ce segment. Mais comme on peut pas directement prendre ce fameux minimum x0 pour définir m, car c'est circulaire, on peut penser à autre chose. Si m est supérieur à ne serait-ce qu'une seule valeur de la fonction dans le segment x moins x plus, alors par définition de x0 qui va être le minimum, eh bien m sera supérieur à f de x0, car x est contenu dans le segment x moins x plus. Donc ce qu'on doit faire, c'est trouver une valeur dans le segment x moins x plus, de poser m qui est supérieur à cette valeur-là, et ça nous assurera que notre seuil m est supérieur au minimum. Mais là en fait, on a résolu que la moitié du problème. Oui, on n'a plus à toucher directement à x0, mais pour l'instant, on définit toujours m à partir d'un point qui est dans un segment qui lui-même est défini par m. On peut pas choisir ce x avant m. On peut pas procéder dans ce sens-là. En fait, ce qu'on voudrait, c'est un point x qui va appartenir à x moins x plus, quel que soit m. En effet, si on trouve un point x dont on est sûr qu'il va appartenir à x moins x plus après avoir défini x moins et x plus avec m,
alors on pourra définir m comme par exemple f de ce x plus 1 pour être sûr que m soit supérieur à f de x. Ensuite, on en déduit l'existence de x- et x+, et comme le x qu'on a choisi, on l'a pas défini avec ces x-, x+ particuliers, mais qu'on l'a défini de manière totalement indépendante, et qu'on est sûr qu'il appartient à tous les segments x-, x+ possibles, eh bien m sera forcément supérieur à f de x0. Et un point dont on va être sûr qu'il va appartenir à tous les x-, x+, quelle que soit la fonction f et quel que soit le seuil m, il n'y en a qu'un, c'est 0. Et ça, c'est la définition de nos limites qui le donne. X+, c'est un seuil strictement positif à partir duquel f est supérieur à m, et x- un seuil négatif à partir duquel f est supérieur à m. Alors quand on construit le segment x-, x+, évidemment, on passe par 0. Alors le m qu'on va poser, ça va tout simplement être f de 0 plus 1. Et grâce à cela, on arrive simplement à la preuve complète de l'exercice, dont voilà la rédaction. On pose m égale f de 0 plus 1. Ensuite, grâce aux deux hypothèses de l'énoncé sur les limites de f en plus et moins l'infini, on récupère deux seuils x+ et x- à partir duquel f est supérieur ou égal à m. Par la suite, f étant continu sur x-, x+, d'après le théorème des bornes atteintes, f atteint un minimum sur ce segment, et on nomme le point où f atteint son minimum x0. Et aussi, pour tout x qui appartient à R privé de x-, x+, c'est-à-dire de ce côté-là ou de ce côté-là, f de x est supérieur ou égal à m, donc f de 0 plus 1, par définition du segment x-, x+, ce qui est strictement supérieur à f de 0, valeur qui est supérieure ou égale à f de x0, car 0 appartient à x-, x+. Et finalement, pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à f de x0. Comme dans la vidéo précédente, au final, la résolution de l'exercice ne prend que quelques lignes. Et le vrai travail, il se situe dans la compréhension intuitive du phénomène, qui structure notre pensée et nous permet d'avancer pas à pas vers une preuve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre quête d'intuition mathématique, ou du moins diverti. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager à toute autre personne à qui ce type d'explication peut être utile, et à récompenser la vidéo par un like ou un abonnement. Dans la prochaine vidéo, on traitera d'un exercice très similaire qui utilise les mêmes outils, continuité et théorème des bornes. Alors si vous n'étiez pas familier avec ces notions pour aujourd'hui, continuez à vous familiariser d'ici la prochaine fois et vous arriverez sans aucun doute à comprendre intuitivement le phénomène et donc à résoudre l'exercice. Quant à moi, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous dis à la prochaine sur Isomath.